savez bien, dans un monde de plus en plus concurrentiel, acquérir la connaissance, le savoir, les diplômes s'avère important. J'ai obtenu le bac à 40 ans. Ça ne se passe pas, c'est dans la haute partie de la cabesse. 40 ans, obtenu le bac, ce que les jeunes de 18 ans ou les jeunes de 18 ans ont échoué, vous avez réussi là. C'est ça le problème en fait. À 40 ans, voilà le doyen Kassi qui est là, c'est un exemple palpable ici. Malgré son âge, il est tout le temps avec nous et il écrit encore, le doyen. Si je dis non, vous dites non, vous écrivez encore. C'est vrai. Voilà, vous écrivez. Et il a des projets même à long cours encore. Ça veut dire qu'il a beaucoup de choses à dire. À long terme, à long terme. Pardon, à long terme. À long terme, voilà. Je n'ai pas dit que les projets sont courts, mais même si sont courts, ils doivent être à long terme. Et donc c'est ça. Je veux dire que c'est à 40 ans déjà, on passe au foyer. Combien d'enfants j'ai fait, combien d'enfants, j'ai ma femme et autres, tout ça. Là. Vous pensez à ça, comment construire, consolider votre foyer. Mais à 40 ans, vous allez obtenir le bac. Comme je l'ai dit, sur 18 ans, où ils échouent, c'est là où vous réussissez. C'est bon. Et puis, je dis que c'est aussi des avantages. C'est dans la tête, ça se passe. Si, imaginez, si vous allez passer le bac en histoire, avec votre âge, 40 ans, vous avez le bac, histoire, c'est un avantage pour vous. Si on vous donne des sujets sur la révolution industrielle dans les années 1800, vous avez une idée, c'est à votre époque, vous pouvez en parler. Comment son époque, 1800? Ah, 1800, mais lui aussi il est un peu proche de 1800 que les jeunes nous disent. Non, il n'est pas sérieux. Et le bac, c'est un diplôme, je n'ai pas dit que c'est mystique, mais il faut conserver ça convenablement. Mais Lama Diomandé, vous obtenez votre bac à 40 ans. Oui. Vous arrêtez les études en classe de 3e. Oui. Quelles en étaient les raisons? J'avoue que j'avais été renvoyé de l'école en classe de 3e à Séguéla pour mauvais résultats. C'est ce que je préfère dire, surtout pendant mes conférences. Pour mauvais résultats? Pour mauvais résultats. Et c'était un message pour les plus jeunes. Pour dire, c'est quand on est jeune qu'il faut faire des efforts. Et qu'est-ce qui faisait que vous n'aviez pas de bons résultats? Vous n'étudiez pas ou vous étiez porté vers autre chose? Je pense qu'il faut le dire, hein, nous, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que nos enfants. Aujourd'hui, ils ont des outils didactiques que nous, on n'avait pas. Nous, on étudiait sous les lampadaires et on n'avait même pas de livres. Mais ce n'est pas une excuse. C'est ce que je m'apprêtais à dire parce que beaucoup étaient dans les mêmes conditions. Voilà. Mais, quelles que soient les conditions, il faut persévérer. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que 20 ans après, vous reprenez donc le chemin des études. Qu'est-ce qui était à la base de cette motivation? J'avoue que très tôt, bien qu'ayant des parents analphabètes, j'étais déjà un accro de lecture. Rien que le bienfait de la lecture. C'est la lecture qui m'a permis de reprendre pratiquement 20 ans après avoir quitté l'école. Il faut dire à l'origine que quand moi j'étais en 6e à Séguéla, mon frère aîné était en classe de seconde à Séguéla, à Daloa, au lycée 3. Et la même année, tout juste après, à deux jours des congés de Noël, mon frère est parti dans l'autre monde. Et suite à son décès, l'élève de 6e que j'étais s'est retrouvé avec toute une collection de livres. Et jusqu'en 3e, je ne pouvais plus déjà me passer de lecture. Et donc, je lisais tout le temps, Le paradoxe, c'est que vous aviez un intérêt très poussé pour la lecture, mais vous avez quand même de mauvais résultats. Pourtant, la plupart du temps, les élèves qui sont accros à la lecture sont brillants en classe. Oui, effectivement. C'est ce que d'ailleurs, c'est ce message que je partage pendant mes conférences dans les lycées et collèges pour dire, quand on lit, on devient excellent dans toutes les matières. Dans toutes les matières. On devient plus éloquent, on a une certaine assurance. D'ailleurs, je le dis, personne ne peut se passer de lecture, quel que soit le domaine d'activité. En ce sens que, ce que je veux dire, une certaine aisance, une certaine assurance, une certaine éloquence pendant les prises de parole en public sont des qualités qui tirent leur source des livres. Et donc, pour ma part, la lecture m'a permis de reprendre à cet âge. Et je suis très, très curieuse de savoir ce que vous avez fait pendant ces 20 ans. Oui, pendant toutes ces années-là, après mon renvoi de l'école à Séguéla, j'avais un oncle très humaniste, l'oncle Namori, qui m'a reçu et qui voulait que je reparte. Malheureusement, j'ai passé une année scolaire sans aller à l'école. Et c'était vraiment douloureux pour moi de voir les autres partir à l'école. On a l'impression que c'est le jour où vous ne partez plus à l'école que vous vous rendez compte, ah, j'avais vraiment de la chance, je ne l'ai pas saisi. Et pour moi, c'était encore davantage douloureux. Parce que maman, bien qu'analphabète, elle avait voulu que je lui ramène le brevet. Et ce n'était pas le cas.
Et à Gagnoa, c'était d'autant difficile en ce sens que parfois je me rappelais ces lamentations où elle disait « Adama nous avait envoyé le brevet, on l'a perdu. Toi, celui qui nous comptons maintenant, tu n'as pas pu nous envoyer le brevet. » Donc, c'était difficile. Et donc, après cette année sabbatique, mon oncle m'a permis de reprendre les études au cours du soir. J'ai obtenu le BEPC au cours du soir. Et nanti du BEPC, de Gagnoa, je suis venu à Abidjan pour le concours administratif, sans succès. Une succession d'échecs. Vous qui êtes jeune, il faut parfois s'attendre aux échecs dans la vie. Mais avec les échecs, il y a tout un enseignement qu'on tire. Le succès et l'échec voyagent toujours ensemble. Ils sont des ordres permanents de l'homme. Le premier est parfois beaucoup plus humble et discret, au point de ne pas montrer sa présence au début, alors qu'il est le plus nanti des deux. Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes conférencier, vous partagez votre expérience un peu partout ici en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Même pendant ces 20 années, c'est-à-dire que vous obtenez finalement votre brevet, mais après ça, plus rien. Et quelques années plus tard, on se retrouve à passer le bac. Pendant ce temps, comment est-ce que vous vous occupez? Oui, il faut dire que après ces échecs, à mon retour à Gagnoa, le jeune breveté que j'étais s'est retrouvé à la gare de Gagnoa. Après 2 années de transport en commun, je suis encore revenu à Abidjan pour d'autres concours administratifs. Et finalement, j'ai réussi au concours des chauffeurs de l'administration, agent spécialisé de TP, option chauffeur. Et là, c'est le début d'une carrière professionnelle pour moi. Et en tant que chauffeur, j'avais toujours un ami, un compagnon, le livre, d'où le titre de l'ouvrage, Un livre dans la voiture. Ce qui n'est qu'une exhortation à la lecture. Il faut que le livre soit notre compagnon. C'est d'ailleurs le 2e chapitre qui s'intitule « Le livre, le compagnon fidèle ». Et donc après, chaque fois que mon patron se trouvait en réunion, vous savez, en tant que chauffeur, la solitude, les longues attentes, c'est parfois horrible. Et tous les grands lecteurs, c'est un plaisir de profiter de ce temps matériel. Et donc pour moi, chaque fois que le patron se trouvait en réunion, je me mettais à lire. Et comme le livre, c'était un merveilleux maître silencieux, c'était une formation sur le tas qui m'a ramené sur les bancs à un moment inattendu. Et donc j'ai rencontré, c'est d'ailleurs l'intitulé du premier chapitre, Une rencontre inattendue. J'ai rencontré un ami. Après un débat littéraire qui avait été impressionné par ma capacité de ressortir certaines citations de mémoire, m'a amené à reprendre les études. Je suis allé m'inscrire au cours du soir. Et là, c'était quel sentiment qui vous animait lorsque vous repreniez le chemin de l'école? Je me disais, mais est-ce qu'il avait raison? Est-ce qu'il a raison? Ma vie va changer. Ce sera notre personnalité. Ce ne sera plus le même Mélama. Et donc, au départ, j'étais un peu sceptique. Mais vous ne redoutiez pas les railleries quand même de l'entourage? Oui, à ce niveau, je pense que j'étais déjà préparé psychologiquement. En ce sens que moi, les livres avaient déjà réussi à forger en moi une autre personnalité. J'avais déjà au moins 20 ans de lecture assidue. C'était comme si c'était des conversations, des échanges avec de grands auteurs, de grands penseurs qui semblaient me dire tous les matins, « Mélama, tu n'es pas différent des autres. Tous les hommes ont les mêmes potentialités. Tu dois avoir confiance en toi. Tu peux réussir avec un effort soutenu. » Et ça a vraiment payé parce que vous finissez par obtenir le bac avec mention. Et c'est comme ça que les livres avaient réussi. Voilà, c'est comme ça que les livres avaient réussi à me donner une autre vision des choses. Mais on a l'impression qu'il n'y avait pas tout dans les livres. Pourquoi avoir, après toutes ces années de lecture, pourquoi avoir attendu à ce que quelqu'un vienne vous dire de retourner à l'école? Dans le livre, quelque part, ce n'était pas écrit que M. Mélama retourne à l'école? Oui, vous n'avez pas vu ça? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais au même moment, le cas pratique, on attend plus ou moins quelqu'un pour vous dire tout et tout. Et ça a été le cas. Mais il n'y a pas de hasard. Et finalement, c'est un livre, surtout c'est un livre autobiographique, de développement personnel, m'ont vraiment enseigné cela. Un livre dans la voiture. On dit que chacun de nous doit avoir la confiance en soi. Alors, précis. Je veux savoir, pour quelqu'un qui a 40 ans, passe le bac. Après, nous, les gens du quartier, quand on entend ça, on se dit, mais il était déjà intelligent, il était déjà bien et tout, c'est facile, c'est quelque chose d'assez facile. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'était comme les élèves de 18, 19 ans, 20 ans qui passaient le bac, c'était pratiquement la même chose? Non, pas du tout. Okay. Comment ça s'est passé? Parce qu'à 40 ans, on est père de famille. Et quand on a un pouvoir d'achat beaucoup limité, et quand on est au bas de la société, au bas de l'échelle sociale, ça devient plus compliqué. Parce que parfois, on est en classe, on se dit, mais qu'est-ce que les enfants vont manger demain? Vous voyez, parfois, vous n'avez même pas encore acheté toutes les fournitures de vos enfants, mais vous-même, vous devrez étudier. Mais au moment, il y a une certaine obligation. Quand on retourne à 40 ans,
On se dit, il y a quelque chose qui manque. Et quand on repart à 40 ans, dans certaines situations, c'est la recherche d'une certaine sécurité sociale, aussi bien matérielle qu'intellectuelle. On veut s'affranchir quelque part. Qu'est-ce qui a changé dans le regard que vous portez sur vous-même aujourd'hui? Dans ce regard, je pense que, gloire à Dieu, il y a une certaine fierté. Il y a une certaine fierté, en ce sens que moi, je n'avais, au départ, personne ne m'attendait à l'université. Moi qui accompagnais souvent les enfants de certains patrons à l'université, je me suis retrouvé à l'université, après le bac. Certains amis m'attendaient en lettres modèles, je suis allé m'inscrire en anglais. J'ai voulu devenir bilingue dans un pays francophone. Il faut dire également que j'étais parfois, en tant que grand lecteur, j'étais parfois frustré de ne pas pouvoir lire certains beaux livres en anglais. Et j'ai partagé mon expérience dans cet ouvrage. L'ouvrage est d'ailleurs dédié à la jeunesse africaine. Dans la dédicace, j'ai dit à mes enfants et à tous les jeunes d'Afrique à qui je voudrais que ce livre serve de repère dans la vie. Et donc, et le livre qui voyage, et c'est une certaine fierté. On se dit quand même que ça pourrait nous ouvrir les portes pour améliorer notre revenu. Oui, j'ai toujours foi en cela. C'est d'ailleurs l'objectif de mes études à cet âge. Chercher en quelque sorte un certain bien-être. C'est cela. Voilà, chercher à grimper l'échelle sociale. Alors, je rappelle que c'est à 40 ans donc, que vous avez obtenu votre bac. Après ça, les portes de l'université s'ouvrent à vous et vous obtenez une licence en anglais et un diplôme d'administration et de management dans une grande école. Félicitations. Il fallait vraiment le faire. Alors, et je sais que vous êtes toujours chauffeur dans la fonction publique. Oui, je marche toujours comme chauffeur dans l'administration. Même si au bureau, parfois je sers d'interprète, je suis chargé de tout ce qui est traduction français-anglais. Mais quel est le regard, on va dire, de vos employeurs sur vous? Parce que votre place, ce n'est plus au volant de la voiture. Oui, mais... Vous pouvez servir oui, absolument. À bien d'autres choses. Sans fausse modestie. Je pense d'ailleurs, l'ouvrage d'ailleurs est au programme depuis l'année passée au collège, à l'établissement d'application de l'ENS, Jean Piaget. Et donc, les enfants étudient l'ouvrage écrit par un chauffeur. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ma production littéraire sert à quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que si ma patrie m'utilise uniquement comme chauffeur, je dirais que je ne sais pas ma patrie. Parce que ça va, ma connaissance va au-delà de ce que je fais. Voilà, donc j'attends toujours, j'ai toujours espoir. Je veux savoir, est-ce qu'à cet âge, aujourd'hui, vous avez 54 ans, on a toujours des projets? Oui, absolument, on a toujours des projets. D'ailleurs, pendant mes conférences, mes échanges avec les jeunes, c'est ce que je leur dis. L'âge, c'est dans la tête. C'est cela. On peut avoir des cheveux blancs et être jeune dans la tête. Mais on peut avoir 20 ans. Si rien n'est nouveau pour vous, si vous n'êtes pas ambitieux, vous êtes vieux. Et pour ma part, j'aime bien ce message d'espoir de Nelson Mandela. C'est un message d'espoir. D'ailleurs, pour l'humanité, il dit, dans son ouvrage autobiographique, Un long chemin vers la liberté, il dit, quand enfin j'ai franchi le porte de la prison pour monter en voiture de l'autre côté, j'ai senti, même à 71 ans, que ma vie recommençait. C'est une manière de dire que chaque jour qui se lève est une nouvelle page dans notre vie. Et que chacun de nous devrait avoir foi, nous devrait avoir confiance, que le meilleur est à venir. Vous êtes un bel exemple de détermination. Mais est-ce la mort de votre frère, qui était en classe de seconde, quand vous arrêtez l'école, qui vous a boosté, ou c'est une autre personnalité, vous avez une icône? D'où vient cette inspiration? L'inspiration, je veux dire, c'est une réalité de la vie. Et je pense que, comme je l'ai dit, il y avait certains défis à relever dans la vie. Est-ce que, personnellement, parfois je me demande, est-ce que je suis né pour conduire les autres éternellement? Est-ce que je suis né pour terminer ma vie au bas de l'échelle? C'est des questions que chacun de nous doit se poser. Et quand parfois on se pose cela... D'ailleurs, un matin, moi j'attendais dans la voiture, dans le véhicule. Et mon patron est venu, il est monté à l'arrière du véhicule. Et je voulais mettre le moteur en marche, il m'a dit de patienter, qu'il attendait un collaborateur. Et sur le coup, je regarde dans la glace intérieure de la voiture, dans le rétroviseur, et je vois mon patron en train de réajuster sa cravate.
Et je me pose la question, quelle est la différence entre le patron et moi? Parfois, il faut que chacun de nous se pose cette question-là. Non seulement ça nous permet, par gratitude, de remercier Dieu pour le moment précis, ce qu'on est, mais en même moment, par ambition, ça nous amène à nous élever. Pour répondre à la question, moi je me dis, mais tiens, la différence majeure, c'est la formation, c'est l'instruction. Il a dû faire des efforts à un certain moment de sa vie. Chacun de nous, surtout vous les jeunes, chacun de nous doit le préparer à faire des efforts. Que pensez-vous de cette pensée? Savoir, ce n'est jamais qu'un degré pour être. Merci bien. Et pour répondre à cette question, d'abord je cite cette citation d'Amadou et de Nelson Mandela dans son ouvrage d'autobiographie « Un long chemin vers la liberté » où il dit « Un diplôme n'est pas en soi une preuve de supériorité et ne signifie rien si l'on ne fait pas ses preuves dans la société. Le savoir doit servir. Ça doit servir à soi, ça doit servir aux autres. C'est très important. Moi, j'ai essayé de valoriser le savoir dans mon ouvrage. Le savoir que je considère également comme, non seulement comme une arme, comme une autre richesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde court après le matériel, mais le savoir, c'est une autre richesse qu'on ne peut pas acquérir par héritage, qu'on ne peut pas voler, qu'on ne peut pas arracher. Vous êtes toujours conducteur, c'est cela? Oui. Et vous faites la littérature. Oui. Est-ce que quelque part, vous vous êtes pas dit, il y a certainement des conducteurs, donc des chauffeurs de taxi, de baka, de woro et tout, qui ont certainement la même passion ou peut-être la même histoire que moi. Est-ce qu'il vous arrive d'y penser, essayer de créer des rencontres, essayer de les prendre, de les coacher et tout? Oui, pourquoi on aide d'autres messieurs comme vous, oui, d'autres chauffeurs comme vous? C'est une très bonne initiative. Je le fais parfois quand je rencontre certains. Même la dernière fois, j'ai rencontré un chauffeur de l'administration qui est à le niveau terminal. Et je lui ai dit, mon gars, tu as 2 pas de la chose pour que ta vie change. Vois ta vie dans 5 ans. Visionne ta vie dans 10 ans. C'est l'arrivée qui compte. Donc, c'est ce message que j'essaie de passer, même au niveau de la lecture, quand je suis dans le transport en commun, avec les élèves. J'avoue que je n'attends pas une activité pour le faire, tant qu'on peut passer le message. Je me suis rendu compte qu'en cherchant à donner de l'espoir aux autres, ce sentiment, après un retour, quand on vous fait le retour, on ne peut pas expliquer cet état d'esprit, ce sentiment qu'on a. Je me dis que vous êtes diplômé, oui. Vous avez un certain bagage intellectuel, mais vous demeurez conducteur. Félicitations déjà pour cette preuve d'humilité. Mais en même temps, est-ce que quelque part, il n'y a pas un petit sentiment de frustration qui vous anime parfois? C'est toujours la foi. Comme j'aime le dire, l'échec dans la vie, c'est quand on abandonne. Et chaque fois qu'il y aura cette chaleur interne en termes d'espoir, j'ai foi toujours. 3 mots doivent guider l'homme dans la vie. Patience, endurance, persévérance. Il n'y a pas d'échec tant qu'on n'abandonne pas. C'est quand l'homme abandonne qu'il connaît l'échec. Si vous n'abandonnez pas, vous avez toujours foi, le meilleur est toujours devant. Moi, j'ai repris les études, mais ça aurait pu être une autre activité. Ce dont je parle en termes d'estime de soi, c'est dans tous les domaines. Vous voulez entreprendre quelque chose, vous devez avoir foi, vous devez avoir confiance en vous. Vous devrez croire en vous et savoir que vous n'êtes pas différent des autres. Entre Koffi Olomide et Kofi Annan, qui chante mieux en baoulé? Kofi Annan. C'est lui qui chante, mais tu aimes bien ses chansons? Bon, d'abord, moi, je ne le connais pas. C'est Koffi Olomide, mais... Kofi Annan, c'est lui qui a chanté Mswatingé. Ça te parle? Oui. Oh oui, je préfère, oui. Je le préfère par rapport à Kofi. Pour ma part, je préfère Kofi Annan, hein, parce que lui, je pense qu'il est ivoirien et tout ça, ce qu'il dit, j'entends mieux. Voilà. Oui, je préfère Kofi Annan. Koffi Olomide, je sais qu'il n'est pas baoulé. Donc ça va forcément être Kofi Annan. Entre Koffi Olomide et Kofi Annan, qui est baoulé? Kofi Annan. Bon, Annan, ça ressemble plus à baoulé. C'est que c'est lui, Kofi Annan. J'allais prendre Koffi Olomide parce que ça sonne bien avec Koffi Olomide, qu'on connaît bien l'artiste connu aussi. J'allais choisir. Et puis aussi, je vais préciser aussi que je viens de Dabo aussi. J'allais prendre Koffi Olomide. Donc pour toi, c'est Koffi Olomide qui est baoulé de Dabo? Voilà, j'allais la prendre. C'est ça que j'allais prendre. Parce que même en tant que Koffi, on sait déjà qu'elle est baoulée.
C'est un peu dit du 100% baoulé et ça va donner plus de vie. Selon moi, je trouve que Koffi Olomide chante mieux par rapport à Kofi Annan. D'accord. Aucun n'est baoulé. Kofi Annan, c'est un Ghanéen, si je me rappelle bien. Un Ghanéen, Koffi Olomide, c'est un musicien congolais. Koffi Olomide. Tu aimes bien ces chansons baoulées? Oui, j'aime bien ces chansons. Tu écoutes souvent? Oui, j'écoute souvent. Mais tu n'aimes pas les chansons baoulées de Kofi Annan? Si je les aime, mais pas trop comme l'autre. Pas trop comme pour Kofi? Oui, oui. Kofi Annan, lui, c'est un acteur ghanéen qui vient de... Il est mort récemment. Donc, je vois pas un peu... Tu as souvent regardé les films de Kofi Annan? Non, pas trop. Mais comment tu sais qu'il est acteur? Bon, en plus, dans certains... Comme moi, je suis ghanéen, donc... Souvent, tu vois ces films, mais voilà. tu ne regardes pas trop? Non, pas trop. C'est Kofi Annan. Kofi Annan, tu aimes bien ses chansons? Oui, j'aime bien ses chansons. C'est lui qui a chanté « Dites-moi quelqu'un des deux va vous le retrouver dans le même moment ». Tu connais la chanson? Oui, mais c'est pas bien chanté. Koffi Olomide porte un nom Kofi, mais il est d'origine congolaise. Voilà. Maintenant, le second, lui, il est ghanéen, mais il ne fait pas comme on appelle chanteur. Il est le secrétaire général des Nations Unies. Alors, qui chante mieux entre Koffi Olomide et Kofi Annan, selon toi? Pour moi, j'ai une préférence pour Kofi Annan. Tu aimes bien ses chansons? Tranquille. Laquelle des chansons tu aimes bien? C'est pas Maya Pendreson là. Moi, je préfère ça. Chante un peu, Eva. Maya Pendre Bejamio, Maya Pendre Bejamio, eh oh, Maya Pendreson. Vous savez que le Père Noël quitte l'Europe chaque année pour distribuer des cadeaux. Mais cette année-là, il devait aller à Touba. À cause des embouteillages et tout ça, de la mauvaise route, il n'a pas pu y être. Donc, lancer un message au ministère du Passage. Pourquoi est-ce que le Père Noël n'a pas pu aller à Touba? On écoute les réponses. Compte tenu de la situation, la voie est dégradée. Les enfants de Touba ne sont pas venus s'amuser comme les autres enfants de Côte d'Ivoire. Donc, le ministère du Passage doit prendre vraiment ses engagements pour finir ce qu'il doit faire. Oh, vraiment, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des enfants. Mais je dirais peut-être une autre fois, il pourra se rendre à Touba. Donc, je demande au ministère du Passage de faire plus de routes pour que le Père Noël puisse se rendre à Touba pour des enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des enfants. Donc, joyeux Noël à tous. Vraiment, je tenais à lancer ce message au ministère du Passage pour dire que dorénavant, ils n'ont qu'à songer à arranger la rue des villages, des villes, pour que les enfants de Touba puissent avoir accès au Père Noël. Je vais dire au ministère du Passage de vraiment traiter bien les routes pour qu'il n'y ait pas d'accidents, il n'y ait pas beaucoup de mauvaises choses en route, pour que vraiment la circulation puisse être normale dans notre pays. Au ministère du Passage, d'accord. Donc le Père Noël a eu des problèmes de passage. Il devait se rendre à Touba, d'accord. Donc je vais demander aux enfants de ne pas se presser. Le Père Noël va venir quand le passage va pouvoir se libérer. Donc le ministère du Passage, vraiment, c'est à vous que je vais m'adresser. Il faut réparer la voie pour que le Père Noël arrive à Touba pour donner des cadeaux aux enfants. Même si le Père Noël n'a pas pu passer là-bas, c'est pas grave. Chaque année, c'est pas, les années ne sont pas pareilles. Bon, que les enfants restent tranquilles. L'année prochaine sera bonne. Bon. Je voulais dire au ministère du Passage de prendre des mesures pour ne pas que ça se répète dans les années à venir. Parce que les enfants ont besoin du Père Noël pour être heureux. Si, j'ai vraiment un message à lancer. Je vois chaque année, on a l'habitude de faire ce genre de cadeaux. Et si vraiment on a pensé à ces enfants qu'on n'a pas pu faire, vraiment l'acte a été déjà la volonté. Il y a la volonté hier et si on n'a pas pu, je pense que je dis vraiment joyeux Noël à ces enfants-là. Et que de ne pas se décourager, vraiment force à eux de ne pas se décourager, que l'année prochaine on va vraiment s'occuper d'eux. Il y a toujours une pensée qui est dirigée vers eux, je pense que ça se fera. Et je veux lancer un appel au ministère du Passage et de vraiment bitumer les routes pour que vraiment on pense vraiment aux enfants défavorisés, pour qu'on puisse les aider dans vraiment, parce que c'est un moment de partage, c'est un moment de joie. Donc il faudra avoir une pensée vers des enfants défavorisés. Donc ce message vraiment il est lancé au ministère du Passage pour qu'on puisse vraiment penser à ces petites villes, ces petits villages vraiment non bitumés. Entre la femme de ménage, la servante et la boniche, qui travaille le mieux dans une maison? Je pourrais la servante pareil. Ce que la servante fait, c'est plus beaucoup. Elle fait beaucoup de choses. C'est elle qui fait tout dans la maison.
Elle fait ça, elle fait ça, elle fait ceci, cela. Donc, il faut faire ça. Ce que moi, c'est la servante et la femme de ménage. En tout cas, c'est les mêmes choses. Maintenant, le reste, je ne sais pas. C'est la servante qui travaille mieux dans la maison. La patronne, c'est la femme de ménage. Elle ne fait rien. Elle est dans la maison. Elle mange, elle dort. C'est la servante qui fait tout. La femme de ménage ne fait rien. Moi, je suis la servante. La boniche, bon, elle, c'est pas mal. Elle se débrouille pas mal aussi. Voilà, un peu du même niveau comme aussi la servante. Elle se débrouille pas mal. La femme de ménage, la servante là, elle a fini à partir. La femme de ménage est toujours là. La servante travaille mieux dans la maison parce que c'est elle qui fait tout. La servante, la boniche, la femme de ménage, et tout fait, les trois font le même boulot. Chaque vendredi dans Matin Bonheur, vous avez la chronique Star au petit-déj. Donc dans cette chronique-là, on reçoit une personne, enfin la star va surprendre une personne qu'il aime et tout. Et ce week-end-là, c'était Précis qui était la star. Donc je suis allée piéger le réalisateur de cette émission dans son émission. Mon chéri, mon portable. Tu gardes ça dans la voiture, la bouteille d'eau. Mon portable. Qui ça? Mawa. Bouba. Oui, arrêtez. Qui ça? Il a fait quoi? Il est aux toilettes, il est aux toilettes. Il doit avoir ton téléphone. Non, c'est lui qui a mon téléphone. Moi? Téléphone de Priscille. Oui, toi? Non. Tu as le téléphone de Priscille? Si, c'est toi qui as mon téléphone. Aïe, comment ça c'est? C'est lui qui a mon téléphone quand on venait tourner, quand on prenait le couloir. Faut te fouiller, ou bien demande de vérifier. Aïe. Quand on était dans le couloir là, quand on devait faire action, je lui ai remis le téléphone. Fouille tes poches. Mais moi-même, quand j'ai demandé le téléphone de Priscille, Diama m'a répondu que c'est elle qui a ça. Diama, tu as mon portable? Je ne me souviens pas avoir donné à Diama en tout cas. Fouille dans le sac. C'est à lui que j'ai donné. Peut-être, je ne sais pas, fouiller. Il faut regarder où tu branches tes affaires ou bien où tu... Je ne sais pas. Parce que quand je devais faire le truc avec les gars, c'est là que j'ai mis dans ta main, puis j'ai continué à faire la scène avec l'autre. Avec vous. Mais tu n'as rien pris. Comment pourquoi il a dit c'est toi si ce n'est pas toi qui as pris? Ce n'est pas dans ça, là. On ne peut pas voir ça ici, mais ce n'est pas pour qu'on se fatigue. Je suis tellement dépassée que je ne peux même pas... C'est-à-dire que là, je n'ai pas envie d'être désagréable. Donc, parlez-lui, si c'est lui qui a pris mon téléphone, il n'a qu'à me remettre mon téléphone. Là, je ne suis plus en train de rire. Regardez, de chercher mon téléphone, c'est mon micro, tu es en train de chercher. Tu te fous de qui? Tu te fous de qui? Hein? Mais quand tu me regardes, c'est ta camarade. Je suis ta camarade. Hein? Tu es malade, tu vas me faire quoi? Faut t'amuser, tu vas voir. On m'a passé depuis les santé et parler. Il n'a qu'à bouger, il ne bouge même pas devant moi. Il ne bouge pas. Il a dit il ne bouge pas devant moi. Il ne bouge pas. Il va être sa camarade. Où il est? C'est pas un star camarade. C'est pas un star camarade. Hein? C'est pas un star camarade. C'est pas un star camarade. Vous êtes passionné d'Internet et vous voulez en faire un métier? La caravane du Move Cyberlab 2019, en partenariat avec les mairies, arrive chez vous. San Pedro, du 12 au 15 juillet. Gagnoa, du 17 au 19 juillet. Divo, du 22 au 24 juillet. Abengourou, du 29 au 31 juillet. Pour des sessions accélérées et gratuites en marketing digital, marketing d'influence, vidéoblog, gestion de crise en ligne, technique de sécurité web, tu veux en profiter? Ça dépend de toi. Inscris-toi maintenant sur le site www.move.com. Move. No limit. Prêt à perdre la tête? Vivez toutes les émotions de la CAN Total 2019 sur les chaînes du groupe RTI et nos supports digitaux. Oui, ne ratez rien de la CAN Total 2019 avec les plateaux de match, nos capsules inédites et nos émissions spéciales présentées et commentées par nos experts. RTI, diffuseur officiel. Il y a des artistes guérés de renom que je voudrais citer. Si je vous dis Ouon Ange, j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Ouon Ange Didier. Il s'agit bien sûr de DJ Arafat. Vous connaissez bien Mouloukoukou DJ, vous connaissez Tia, vous connaissez Vecho Lolas, Boson, je ne sais pas si vous le connaissez, MC de Gozagnan. Eh bien, la liste n'est pas exhaustive. Mais laissez-moi vous dire, très chers artistes, que vous avez une nouvelle star du côté des Guérés. Voilà. Elle, c'est la Rihanna des Guérés. Pourquoi vous avez décidé de vous appeler Rihanna? Bon, la Rihanna, d'abord son nom Rihanna, ça me plaît.
Et puis j'aime sa manière de s'habiller. Sa manière de s'habiller? J'aime sa manière de chanter. J'aime le coiffure qu'elle fait sur sa tête aussi. J'aime tout au fait. Et parlons de coiffure, vous êtes vous-même coiffeuse, hein? Oui, je suis une coiffeuse. Souvent, je m'assois devant le miroir et métisse. Les coiffures qui sont simples, quoi. Souvent, même, je fais ça sur ma tête. Et est-ce que vous reproduisez aussi les coiffures de Rihanna sur vos clientes? Oui, souvent, je fais ça sur la tête de mes clientes, mais je fais ça sur moi-même ma tête beaucoup. Ce que vous portez, c'est une coiffure de Rihanna? Non, ça c'est pas Rihanna. Non. Mais Rihanna risque de faire la même coiffure, hein. J'en suis sûre. Alors, il faut dire que vous êtes issu d'une fratrie de 26 enfants et malheureusement, vous n'avez pas connu votre père. Non. Votre père est décédé quand vous aviez 2 mois. À partir de ce temps-là, qu'est devenue votre vie? Bon, en ce moment, mon grand frère faisait... C'est quand il a eu son entrée en 6e que mon papa est décédé. Mais c'est lui qui s'est occupé de moi jusqu'à... Il dit qu'il faut partir à l'école. Je dis non, je ne peux pas partir à l'école. Parce que l'école, ce n'est pas à l'école seulement reçu. Moi, je vais faire la coiffure. Vous aviez quel âge quand vous preniez cette décision? En ce moment, il y avait 11 ans. 11 ans. Vous dites quoi? Vous ne partez plus à l'école? Non. Et vous étiez en quelle classe? Bon, j'étais au village d'abord. Je fréquentais au village. Donc, quand maman l'appelait pour dire qu'elle fréquente pas, elle se promène. Je dis si c'est comme ça, vous venez à Abidjan. En ce moment, il y avait 11 ans. Dès que je suis venue à Abidjan, il m'a mis à l'école. Souvent, il me cache. Parce qu'il y a ma tante qui travaille au pont, ci-dessus pont. C'est là-bas, elle faisait la coiffure. Donc quand je porte bleu, je quitte à la maison. Arrivé à l'école, il y a un neuf, je mets ça dans mon sac. Quand je partir à l'école, forcé, je mets robe en bas. Qu'est-ce qui se passait dans votre tête? Pourquoi vous ne vouliez pas aller à l'école? Pourquoi vous n'aimez pas l'école? C'était quoi? Parce que je sais que mon grand frère ne travaillait pas. Il vendait lotus. Donc je sais que là, il va me mettre à l'école et puis lui aussi, il va s'occuper de Tuka. Non, maman, je vois, c'est dur quoi. Ah, la vie était vraiment difficile pour vous. Donc, il dit que l'argent qu'il va prendre pour me mettre à l'école, charge-le. S'il prend ça et puis il envoie ça à ma maman, puis il y avait ma grande soeur aussi qui fréquentait, c'est lui qui payait ses études. Donc, il dit que si c'est comme ça, moi, il ne doit pas fréquenter. Il doit faire la coiffure. Mais est-ce que tu aimais quand même l'école? Oui, j'aimais l'école. Non, non, non. Apparemment, non. Oui, j'aimais l'école, mais en tout cas, ça ne rentre pas. Mais le truc, je vous explique. Pour pouvoir assimiler les cours, pour pouvoir comprendre, il faut aimer. C'est-à-dire que si vous n'en voyez pas l'intérêt, si vous dites pourquoi je vais aller m'asseoir à l'école, bah, ça ne va jamais rentrer, comme vous le dites. Si ça ne m'arrange pas, il a dit à mon papa plusieurs fois que moi, je ne peux pas fréquenter. Il dit d'aller à l'école, que c'est là-bas. Plus, il ne l'appelle pas par son nom. Il est devenu votre père, d'accord. Il dit que papa, il ne peut pas partir à l'école. Il dit il faut partir, c'est là-bas. Il dit non, ce n'est pas là-bas seulement reçu. Donc, comme il me force, et puis souvent aussi, il me frappe. Donc, il dit qu'il a compris. Je porte robe et arrivé à l'école, j'ai un neuf. Et puis, je prends direction de pont. Si je suis pont, il me met derrière ma tante. Pour faire fait la coiffure. D'accord. Donc, il me met derrière elle et m'assoit. Elle, quand tu dis que je suis venue te voir, en même temps, il faut nettoyer les pieds, il faut natter les cheveux, il faut placer il faut faire comme ça. Mais donc, elle savait quand même que vous étiez inscrite dans une école. Oui, elle sait très bien, on est dans le même coup même. Mais elle aussi, elle explique, elle me comprend. Quel objectif comptez-vous atteindre en vous identifiant à Rihanna, par exemple? C'est Rihanna qui me plaît. Voilà, point. C'est elle qui me plaît. Vous avez dit que vous aimez son style, vous aimez sa façon de se coiffer. Je pouvais dire que je suis José de Tuguéré. Parce que José, elle et puis moi, c'est photocopie. Ah bon? Laquelle de José? José. José Priscilla? Oui. Ah, vous lui ressemblez? Oui. D'accord. Quand je souris, même on dirait José. Et moi, je dis José, mais c'est la Rihanna qui a choisi. Parce qu'au fait, je quittais chez mon couturier. Donc, je passais en ce moment, j'avais fait coiffure de Rihanna, même si ma tête avec Claire Baye. Parce que Claire Baye et puis Rihanna, c'est à peu près même coiffure. Donc, on dit, que Mani Bella, ce sont les enfants, hein, ils étaient beaucoup même. Mani Bella, Claire Baye, José, ils m'ont donné tous les noms même. Maintenant, il y a un qui dit, que mais tante, il faut t'arrêter. Oui, je me suis arrêté. Il dit, mais tante, non, que maman t'a donné là, toi, tu as choisi quoi dedans même? Il dit, moi, j'ai choisi la Rihanna. Et puis, c'est resté. C'est dans ça, c'est resté sur moi. Même dans 42, tu t'arrêtes au Tuka 42. Si tu es 42, tu t'arrêtes, tu dis, je demande après la Rihanna. Tous les jeunes de là-bas, ils vont t'accompagner où ils travaillent. C'est ça que mon nom, mon prénom, on ne connaît pas ça dans mon quartier. Mais essayez de nous expliquer un peu, c'est quoi votre
mode de vie. C'est vrai que vous faites la coiffure, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie en tant que jeune fille et qu'est-ce que vous ne faites pas? Bon, moi, j'aime pas fréquenter maquis. Je sors pas. Vous ne passez pas tout votre temps dans les maquis, dans les boîtes de nuit? J'aime pas fréquenter maquis. Et puis, je m'habille même bien. Quand il m'habille, là même, un garçon a peur de me draguer. Vous aimez Rihanna. Qu'est-ce que vous savez de Rihanna? Ce que je sais de Rihanna, c'est qu'elle s'habille bien, elle chante. Qu'est-ce que vous savez faire d'elle? Est-ce que vous savez interpréter ses chansons? Est-ce que vous savez vous habiller comme elle ou Oui, je m'habille comme elle. Ok. Maintenant aussi, il y a une chanson de Rihanna qui me plaît. C'est ça seulement que j'écoute. C'est laquelle des chansons qui vous a marqué? Ram, pom, 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 ram, pom, pom, pom. Attendez! Rihanna chante. Allez-y, Rihanna. Je pense qu'on va s'arrêter quand même au refrain. Hein. C'est mieux ainsi. C'est mieux. Alors, Ange, comment pas anglais. Alors, Ange, dites-nous, il y a des jeunes filles qui sont aujourd'hui dans votre situation, des jeunes filles, je veux dire, qui vivent dans des conditions très difficiles, mais qui ont décidé d'opter pour la facilité, la prostitution. Quel est votre regard là-dessus? Bon, au fait, c'est là même que je voulais venir. Parce qu'un jour, on m'a invité dans l'anniversaire. Donc, on m'a invité dans l'anniversaire. On a fini l'anniversaire à 2h du matin. Donc, je voulais rentrer, mais j'ai regardé souvent, mon père me dit, ah, que si tu sors là, pour pas que tu ailles rentrer à la maison, que tu es seul, pas qu'ils vont te taper en route. Donc, je dis, ok, donc, je suis restée dans le maquis là même. Parce que c'était dans le maquis. Elle a fêté son anniversaire. Donc, je suis restée dans le maquis là, jusqu'à 5h, puis je suis rentrée à la maison. Donc, quand je rentrais à la maison, les policiers m'ont bloqué en route. Donc, ils m'ont mis dans un gros camion. Un gros camion, les filles dedans sont presque nues. C'est soutien avec... Donc, on dit ils ont commencé à frapper les filles. Ils ont dit, si vous voulez frapper moi, si toi tu me frappes, c'est pareil, tu es comme mon papa que tu me frappes. Ou même, comme je suis sortie et rentre à 5h du matin, tu peux me frapper pour ça. Mais papa pensait que moi, je suis une prostituée. Moi, je ne suis pas une prostituée. Il dit, oui, tu es la même chose comme les filles. Il faut rentrer là-bas, on te frappe. Lui et ses collègues. C'est ça, j'ai allumé. Dieu merci, mon téléphone était à 2%. Donc, j'ai allumé mon téléphone. Et j'ai mis une vidéo où il était là coiffé. Avec les coiffures qu'il fait sur tête de mes clients. Donc, quand le policier m'a vu, il a vu les vidéos. Lui-même, il a arrêté un taxi. Parce que votre taxi était déjà parti? Oui, c'était déjà parti. Donc, lui-même, il a arrêté, comptait. Il m'a mis dedans. Et il me dit, qu'il faut partir. Il s'est excusé même, qu'il faut partir, aller au travail. Donc, c'est dans ça que je suis partie. Heureusement que vous enregistrez, on va dire, vos coiffures et vos activités. Mais justement, la question que je vous posais, c'était de savoir qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes filles-là qui vivent aussi, comme vous, des situations difficiles, mais qui ont peut-être opté pour la facilité ou pour d'autres choses. Vous voulez leur dire quoi exactement? Ce que je veux dire à mes camarades, femmes, mes amis, mes grandes soeurs, mes grands frères, c'est pour dire que dans la vie, c'est pas parce que tu vis la vie qui est dure maintenant que tu as parti te vendre. Même si tu as 25. Te vendre, ça veut dire te prostituer. Si tu as 25, il faut prendre 25 là. Tu as payé à Rachid. Il faut t'asseoir derrière Rachida. Quand ils vont payer à 25 là, ça va devenir 50. Au fur et à mesure, tu vas avoir 20 000 francs dans ta main pour faire comme ce que tu as envie de faire. Mais même il faut chercher un métier. Moi, je veux savoir, parce que je vous écoute depuis. Après, quand j'entends, je suis la Rihanna des guéris perso, je m'attendais d'abord physiquement à ce que vous ressemblez fortement à Rihanna, que vous maîtrisez des chansons de Rihanna, que vous soyez carrément la Rihanna africaine. Parce que des filles qui aiment Rihanna ou qui ressemblent carrément à Rihanna, il y en a des tonnes. Et en même temps, quand je vous écoute, vous avez arrêté l'école très tôt. Pas parce qu'il n'y avait pas de moyens, mais parce que vous-même, vous n'aimez pas l'école. Ok. Vous avez dit que vous n'aimez pas les bars, mais chérie travaille dans un bar. Vous étiez dans un bar, qu'on vous a raflé, ainsi de suite. Excusez-moi du terme, mais... Non. Elle revenait d'un anniversaire. Oui, d'un anniversaire. Ça, je peux... Donc, c'était assez particulier. Voilà. C'est pas de vos habitudes. Elle m'a demandé pardon même. Elle a insisté. Rihanna, c'est comme ça, Rihanna. Je suis une star, donc dans tout à fait. C'est important. Alors, ce que je veux savoir, quel est le message que vous voulez réellement véhiculer? Qu'est-ce que vous avez envie
qu'on retienne de votre passage ici sur ces médias? Est-ce que c'est juste parce que vous aimez Rihanna ou vous avez quelque chose à prouver ou à montrer? C'est pas à cause de Rihanna et puis je suis venue ici. C'est pour donner conseil à mes camarades. Sinon, c'est pas à cause de Rihanna. D'accord. Moi, aujourd'hui, quand je m'habille et puis je sors, je dis mon âge, on dit que c'est pas la vérité, que c'est pas mon âge qui est là. Souvent, même d'autres me donnent 22 ans, 23 ans. En tant que ma grande soeur même, ma grande soeur qui est sur les sœurs jumelles, elles ont 21 ans. Et je crois que dans votre famille, il y a 3 paires de jumeaux, c'est cela. Vous-même, vous êtes jumelle. Entre votre jumelle et vous, qui est la plus belle? Ah, il est là-dessus. Je suis jolie. Votre idole, c'est Rihanna. Si vous avez l'occasion de la rencontrer, qu'est-ce que vous allez faire? Il est sauté si elle. Il est sauté sur la Rihanna. D'accord. Tout simplement. C'est tout ce que vous allez faire. En tout cas, il est sauté si elle, mais puis on voit ce qui vient derrière ça. Alors, quelles sont vos ambitions dans le domaine de la coiffure? Bon, moi, je vais avoir moi-même un propre salon de coiffure. Vous voulez avoir votre salon de coiffure. En ce moment, vous travaillez pour quelqu'un. Et à quoi ressemblent vos journées de travail? En tout cas, on ne se repose pas. Vous commencez à quelle heure? On commence à 8h. Bon, c'est à 6h, on s'en va là-bas. Maintenant, comme salon, c'est un peu grand. Là, on nettoie au plus tard. Vous allez au salon à 5h du matin? Non, à 6h. 6h, d'accord. 6h. Dobewolo masaya la dunya, ubelaba fantaya la dunya, dunya be manegela de dunya. Quand je vous dis fête, quand vous entendez la fête, vous pensez à quoi? Philo, vous allez me dire la nourriture. Oui, manger. Oui, mais musique. Aussi, surtout. Une fête sans musique, ce n'est pas une fête. Et à chaque fois, on se dit, on espère que le DJ sera bien. Parce que justement, être DJ... Est-ce que vous avez entendu la question de Philo? Si tu as faim, tu vas danser comment? Non, c'est ça que j'ai dit, la nourriture d'abord. Mais après, l'ambiance, ça compte. Et le métier de DJ, c'est un vrai métier. Pourtant, si un enfant dit à ses parents, je vais devenir DJ, on va dire, c'est tout ce que tu as trouvé. N'oubliez pas que le président de la République, même lui, quand il fait ses fêtes, il a besoin d'un DJ. Donc, le plus important, c'est d'être le meilleur DJ. Non, le meilleur DJ. J'ai pensé qu'elle allait dire le président de la République, mais il a été DJ. Moi, en tout cas, il m'a prêté à sortir. Imaginez-vous une fête sans musique? Eh ben non. La musique est au cœur de tous les événements festifs. Et mettre une bonne ambiance, c'est le rôle du disc jockey. Je suis Boris Djekakou à l'état civil, plus connu sous le pseudo de DJ BDK. Être DJ à la base, c'est quelqu'un qui assemble des chansons lors d'un événement à l'attention d'un auditoire. Maintenant, par extension, ces temps-ci, le DJ même est devenu compositeur de musique. Donc il crée ses propres musiques qu'il reprend durant ses sets de mix. Le DJing, un art, un métier de plus en plus répandu dans le monde et qui pendant des années a fait les plus beaux jours de la capitale abidjanaise. En tant que DJ, moi je me suis orienté plus vers le mix vidéo pour faire la différence entre ce qui se fait sur le terrain et mon activité. Les types d'événements dans lesquels j'interviens sont principalement les événements d'entreprise, les spectacles, les festivals et puis parfois les événements privés. Si pendant des années être DJ était considéré comme un simple hobby, aujourd'hui les choses ont bien changé. Mariage, anniversaire, spectacle, événements d'entreprise, tous s'arrachent DJ BDK, même s'il reste encore des sceptiques. On est face à certaines réalités dans nos pays africains où le DJ n'est pas encore considéré comme un artiste à part entière. Donc la fourchette de prix dépend en fait de la notoriété du DJ. Voilà, donc on peut aller de ce que j'ai entendu, on peut aller de 50 000 à 1 million et plus. Voilà. Et pour exceller dans ce domaine et se faire une place, il faut avoir certaines qualités. Pour être DJ, il ne faut pas forcément suivre une formation. À la base, c'est nécessaire. Enfin, je veux dire, ça peut permettre de poser des bases, mais ça dépend du potentiel de chacun. Je suis un autodidacte. J'ai appris par moi-même. C'est la curiosité, la passion qui m'ont permis de cerner les techniques et puis de développer mon propre style.
Un bon DJ, c'est celui qui connaît les bases de la musique pour commencer. Par exemple, qui a des notions en solfège. Un bon DJ, c'est celui qui a une culture musicale très large. Et un bon DJ, c'est quelqu'un qui est curieux et qui va à la recherche de nouveautés et éventuellement qui crée lui-même des nouvelles tendances. Être DJ à plein temps a certains inconvénients, comme ne pas pouvoir passer du temps entièrement avec sa famille. Ben, j'essaie de rattraper autant que possible, dès que j'ai un petit moment avec la famille. Voilà, ça c'est l'inconvénient principal que j'ai rencontré en exerçant ce métier de DJ-là. Moi, être DJ, ça m'a permis de partager ma passion pour la musique avec les gens. Ça m'a permis de rencontrer des personnes de tous horizons, des chefs d'entreprise comme le mélomane lambda. Et puis, bien entendu, le côté pécunier. Être DJ, pour moi, est un vrai métier. Il suffit de pouvoir s'organiser, de pouvoir développer son réseau et puis d'être patient. Parce que les choses ne viennent pas du jour au lendemain. Voilà. Et nous sommes très contents que ce métier existe. Sinon, la vie serait un tout petit peu triste quand même, non? Je suis BDK, disque jockey, vidéo jockey et fier de l'être.